Bonjour, nous allons parler du planning. Le planning a deux fonctions. Tout d'abord, dans les marchés de travaux, il détermine les durées des tâches contractuelles pour chaque entreprise. Et ensuite, c'est évidemment une aide pour la coordination des tâches qui fait partie de la maîtrise d'œuvre des architectes. Les durées de travaux peuvent être très courtes. On s'en rend compte. J'ai travaillé assez souvent pour des HLM où on avait des plannings très, très resserrés. Et là, on se rend compte qu'on peut faire un bâtiment de 100 ou 200 mètres carrés, l'équivalent d'une maison individuelle, par exemple, en quelques mois. En 3 mois, 4 mois, ça peut être fait. Bien entendu, il faut que tout le monde soit parfaitement présent, exactement pile le jour J, ce qui, dans la pratique, arrive très, très rarement. C'est comme si on disait je peux traverser Toulouse en 10 minutes. Oui, on peut traverser Toulouse en 10 minutes, mais à 3 heures du matin, quand il n'y a personne, et si on a tous les feux verts. Donc, ce qui arrive à peu près une fois sur 1000. Et donc, il faut prévoir des marges de sécurité, bien sûr, réparties tout au long de l'opération. On va voir où il est plus judicieux de placer ces marges. Qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas assez de marge de sécurité? Le chantier va être en retard par rapport au planning. Du coup, le client va être furieux puisque la mentalité des clients, c'est de se dire, on m'a dit qu'on livrerait mon bâtiment tel jour, par exemple le 1er juin, eh bien, le 31 mai, je ne dis rien. Le 2 juin, je ne suis pas content. Je le manifeste auprès de mon architecte parce que je devrais pouvoir disposer du bâtiment et je ne l'ai pas. Donc, dans la tête des clients, c'est souvent quelque chose de très précis. Et la réaction, c'est de dire à ce moment-là, ben, puisque je ne veux pas d'histoire avec des retards sur le chantier, par rapport au planning, je vais prévoir un planning suffisamment long de manière à absorber tout retard éventuel qui est fréquent et compréhensible. Une entreprise peut avoir un imprévu, peut être retardée sur un autre chantier, peut avoir un fournisseur qui ne livre pas, qui ne tienne pas ses délais. Enfin, il y a plein de raisons où ce n'est pas forcément la mauvaise volonté de l'artisan. Et vous mettez des tâches très allongées. Et qu'est-ce qui se passe? Le chantier va aussi être en retard, paradoxalement, puisque l'artisan va se dire, voyons, combien de temps j'ai pour faire, disons, le placo? Oh, mais j'ai 6 semaines, formidable. En réalité, il m'en faut 3 ou 4, donc je vais pouvoir, dans ce temps-là, prendre 2 chantiers. Et autant en 4 semaines, l'artisan a parfaitement le temps de faire le placo, autant en 6 semaines, il n'a pas le temps de faire 2 chantiers. Et du coup, il sera en retard. Et le client sera encore plus furieux parce qu'il a bien vu que le délai était très long, il a bien vu que le chantier était à moitié fermé la plupart du temps, et malgré ça, le planning n'est pas respecté. Et donc, nous passons pour des gens qui ne sont pas capables de livrer ou de faire les travaux en temps voulu. Quelle est la solution? On va le voir dans le planning que je vais vous montrer. On va faire un partage d'écran. Voilà comment se présente un planning. Alors, il y a des logiciels pour ça qui sont très, très bien. J'avoue que par flemme un peu, tout simplement, je me sers d'un tableur Excel. C'est pas très orthodoxe et j'en suis pas très fier. Mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Tout d'abord, pour les artisans, le planning qu'ils lisent, qu'ils comprennent, qu'ils acceptent, c'est le planning bar. Ce n'est pas d'autres systèmes de planning comme le système PERT, qui est excellent, qui est très bien parce qu'on a des tâches, on a des liaisons de tâches, on a des valeurs à ces tâches, c'est très commode, mais ce n'est pas lu par les entreprises, ce n'est pas lu par les artisans. Le planning bar, plus la barre est longue, plus ils ont du temps, plus la barre est courte, moins ils ont de temps, c'est visuel et ça fonctionne très bien. L'unité de temps, c'est en général la semaine. Donc, chaque colonne correspond à une semaine. Ça peut être beaucoup plus court si ce sont des chantiers où c'est important de livrer au jour près.
Par exemple, je pense à des commerces où chaque jour qui passe, ils perdent pas mal d'argent. Mais en général, c'est la semaine. Ici, les entreprises, ici, les durées, les semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met des dates pour repères, des numéros de semaine. Ça, c'est pratique parce qu'on va dire je serai livré en semaine 41, je pourrai intervenir semaine 51. Ici, on met le jour effectif du début du chantier et automatiquement, chaque case, on ajoute 7 jours, tout bêtement. Ce qui fait que si je change ici, ce n'est plus le 31 mai, mais c'est par exemple le 31 janvier, eh bien, on va avoir toutes les dates qui changent, bien évidemment. Et donc, chaque tâche a une durée. Il est absolument inutile de détailler à l'intérieur de ces tâches les durées des tâches intermédiaires, des tâches internes. Ce qui est important, c'est la fin de la tâche. Le maçon a jusqu'au 7 juillet pour livrer les murs au charpentier. Après, il se débrouille comme il veut à l'intérieur, fondation, plancher bas, mur. Là, par exemple, c'est une maison à rez-de-chaussée. Voilà, la date contractuelle, c'est livré le 7 juillet au charpentier, et ainsi de suite. Alors, je m'amusais au début de faire le chemin critique avec des tâches pénalisables et d'autres qui ne le sont pas parce qu'elles ont de la marge. C'est incompris par les artisans, donc maintenant tout est pénalisable, et puis comme ça, la question est réglée. Voyons en détail. Fondation, ourdi, mur, la maçonnerie jusqu'à la rase des pignons est, j'ai compté 5 semaines. C'est largement suffisant. Quand j'ai travaillé pour les HLM, il m'arrivait de faire des séries de maisons et on avait des grosses œuvres qui étaient montées en deux semaines. Fondation, arras des murs, 2 semaines. C'est court, c'est très court, mais donc 5 semaines, c'est suffisant. Si c'était une maison à étage, là par contre, il faudrait prévoir beaucoup plus, puisque une maison à étage, c'est presque autant de temps qu'une maison l'une sur l'autre. Pas tout à fait, mais enfin, on peut rajouter 3 semaines. Parce qu'il y a plusieurs planchers, et il y a des temps de séchage, et donc c'est beaucoup plus long. Un bâtiment qu'on double de surface ne double pas forcément le planning si c'est sur le même niveau. Mais si on double en rajoutant un étage, on double pratiquement le planning pour le gros œuvre. Charpente couverture, pour cette maison qui est une petite maison, une semaine serait pratiquement suffisant. Une semaine et demie. J'ai mis 3 semaines parce que, comme pour le maçon, le charpentier ne va peut-être pas commencer le 5 juillet, et peut-être qu'il va commencer, par exemple, le 12 juillet. Et donc, à ce moment-là, il aura 15 jours, mais en 15 jours, je sais qu'il peut très bien le faire. Je décale les appuis des fenêtres ou les seuils, parce que tout simplement, il m'est arrivé d'avoir des appuis cassés par le charpentier qui laisse tomber un marteau, qui abîme l'appui en montant l'échafaudage, enfin, quelle que soit la raison. Donc, plus tard les appuis seront faits, moins ils risquent d'être abîmés. Puis, le menuisier peut poser les menuiseries à partir du 26. Nous savons tous que les menuisiers sont, j'allais dire sont presque toujours en retard, à se demander si c'est ce qu'on leur enseigne dans les écoles de menuisiers, mais enfin bon. Donc, il y a 2-3 jours pour poser les menuiseries, je mets 15 jours, je mords exprès sur le mois d'août. En gris, c'est évidemment la période, les 4 semaines du mois d'août qui sont gelées. En réalité, il a jusqu'au 1er septembre, enfin au 30 août, pour poser les menuiseries. Bon. Et même, en fait, il a les tout premiers jours de septembre, puisque le plaquiste peut commencer à mettre les ossatures Galva, dans leur jargon, ils disent ferrailler, même s'il n'y a pas les menuiseries. Il va commencer le plafond. Là, on a eu une semaine de marge, donc il peut même poser la première semaine de septembre. Il faut 2-3 semaines, donc je donne 4 semaines au plaquiste. Hein, il faut prévoir un peu de marge. Peut-être pourra-t-il pas intervenir tout début septembre. L'électricien suit le plaquiste.
Et ici, on fait les sous-enduits, les enduits. Cette maison était particulière. Il y avait une partie en bardage sur de la maçonnerie. Donc, il y avait une partie où il fallait faire des sous-enduits, puisqu'il faut étancher les murs. Ce sont des murs en briques. Il faut étancher les murs dès qu'on met l'isolant. Et on voit ici la partie en bardage bois, une fois que le sous-enduit est fait. Les dalles, les gouttières, les descentes, pour éviter que ce soit le marécage autour du bâtiment, ce qui embête tout le monde et ce qui n'est pas très bon. Ensuite, le plombier qui pose le baignoire, douche et les canalisations, évidemment. L'électricien, lui, continue son travail, je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas au niveau du planning. Ensuite, le carreleur. Alors, chape, carrelage, joint, je ne parle pas évidemment d'une chape fluide. La chape fluide va mettre très longtemps à sécher. Elle va mettre 4 semaines, 5 semaines, voire plus, ça m'est arrivé. Donc là, c'est un délai qu'on ne maîtrise pas. En plus, c'est très agaçant parce qu'après, il faut récupérer, il faut refaire venir les artisans une fois qu'on a constaté que la chape était parfaitement sèche. Donc là, c'est chape normale avec carrelage. Le calage, pour gagner du temps, l'idéal, c'est d'avoir un carreau qui n'est pas trop grand. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas très joli, les grands carreaux. Et ensuite, qui est scellé au fur et à mesure qu'on fait la chape. Ça, c'est vraiment la méthode parfaite pour avancer, pour aller vite. Chape, carrelage, joint. J'ai décalé les faïences, c'est un peu à titre de sécurité, mais il est évident qu'il faut 15 jours au carreleur maximum pour faire les travaux. Il a 4 semaines. Voilà. Et les VRD le plus tard possible, parce que les extérieurs, plus tard on les fait, moins les camions de livraison, les toupies de béton, etc., risquent de casser et d'abîmer les extérieurs, les réseaux. Donc, plus on les décale vers la fin, mieux ça vaut. Et ensuite, une fois que le sol est fait, eh bien, tout le monde termine. Les placards pour le menuisier intérieur, les lavabos, etc. pour le plombier, l'électricien met les appareils, tout le monde fait les finitions. Là, normalement, tout le monde doit avoir fini en 25 semaines. Et je rajoute, et c'est là l'astuce, si je puis dire, les artisans doivent finir ici. Mais il risque d'y avoir du retard, malgré tout, parce qu'il y a des impondérables dans un chantier. Et le client ne dira rien, je le sais, tant qu'on n'est pas arrivé au bout du planning. Et donc, de manière totalement artificielle, je décale la réception, la livraison au client de 4 voire 5 semaines. Comment ça? Je mets une semaine de finition diverses, alors que normalement les finitions, elles sont ici. Je mets une semaine de finition qui ne correspond à rien, c'est de la marge. Je mets une semaine pour faire des opérations préalables à la réception, une répétition de la réception. Ce n'est pas besoin d'une semaine, c'est la dernière réunion de chantier qui sert d'opération préalable à la réception. Mais ça fait déjà 2 semaines de gagner. J'ajoute une semaine de levée des réserves qui ont été marquées, des pseudo-réserves, vous avez compris, qui ont été marquées dans les opérations préalables à la réception. Et puis, suivant des chantiers, je mets parfois 2 semaines. On a 15 jours pour lever les réserves. Et ensuite, je rajoute une semaine pour la vraie réception. Il faut 2 heures à 3 heures pour réceptionner. Je rajoute une semaine. Ce qui fait que j'ai ainsi 4 ou 5 semaines de plus, qui est la marge de sécurité. C'est-à-dire que les artisans, ils ont jusqu'à ce moment-là, mais le client n'a rien à dire jusqu'à ce moment-là, et il ne dira rien jusqu'à ce moment-là, parce qu'il sait que c'est normal, que c'est prévu comme ça. Ce qui me permet d'éviter les pénalités de retard. Très important. Pourquoi je veux éviter les pénalités de retard? Parce que la décision d'appliquer ou pas des pénalités de retard sont du ressort exclusif du client, du maître d'ouvrage. Mais en pratique, c'est l'architecte qui établit, qui décompte le retard. Et donc, l'artisan comprend, voit, imagine que c'est la décision, ou du moins la complicité de l'architecte, même si on a essayé de convaincre le client de ne pas appliquer les pénalités de retard. Et donc, il nous en veut. Pourquoi il nous en veut? Parce que, OK, il est en retard, mais d'abord, les artisans n'aiment pas qu'on leur prive de l'argent sur lequel ils comptaient. Et quand même, ils suivent de très près la gestion financière de leur petite entreprise, ou pas petite.
Et ensuite, et surtout, c'est vécu comme une punition vexatoire. C'est comme des gamins qu'on punit, ah ben vous serez collés, vous ne sortirez pas, vous avez un devoir à faire, voilà. Et ça, ce côté punition est très, très mal vécu par les artisans, qui sont parfois des chefs d'entreprise qui ont 50 ans et qui en ont vu d'autres et qui n'ont pas envie de se faire retenir comme ça parce qu'un fournisseur n'a pas tenu ses délais, parce qu'ils ont été bloqués sur un autre chantier. Enfin, et donc, là, le risque pour l'architecte, c'est qu'il perde l'artisan. On a un bon artisan qui est sérieux, il a un problème de délai, on sait que ce n'est pas vraiment sa faute. Et on est obligé de lui retenir 1 500 €, 2 000 € sur un chantier de pénalité de retard. Ça m'est arrivé, il va être horriblement vexé. Et donc, il y a 3 chances sur 4 pour qu'on le perde. Et moi, je n'ai pas envie de perdre des bons artisans qui ont un bon rapport qualité-prix en qui je peux avoir confiance. Voilà pourquoi, avec ce planning double, c'est-à-dire le planning artisan et le planning client superposé, avec 2 dates en réalité, une date de fin des travaux, mais une date de livraison au client qui est repoussée de 4 ou 5 semaines, on évite les pénalités de retard. Le planning est vu dans la formation technique. Je vous explique en suivant comment prendre connaissance des 3 formations que je fais, qui sont dévolues au marché des non-professionnels de la construction, au marché des néophytes, soit les particuliers, soit les entreprises, les bureaux, les bâtiments industriels, les bâtiments agricoles, etc. La relation client avec le contrat d'architecte adapté à cette clientèle, la formation que j'appelle juridique et pratique, qui est le déroulé de la maîtrise d'œuvre vu à la fois sous l'angle très pratique, comment on fait concrètement en pratique pour trouver des bons artisans, maîtriser les prix, etc., etc., régler les problèmes de chantier avant que ça ne tourne mal, et avec un éclairage juridique qui est souvent un point faible des architectes, parce que tout simplement, on ne leur a pas appris le droit et comment fonctionne le droit de l'urbanisme et de la construction à l'école d'architecture. Et enfin, troisième formation technique, et bien ça c'est un extrait que je viens de vous donner. On prend une maison individuelle. J'ai pris un bâtiment basique, tout simple, pas simpliste quand même. Et on le décortique, on voit les plans techniques, on voit le descriptif, le CCTP en détail, on voit le chiffrage, on voit le métré et chiffrage, on voit le planning, on vient de le voir, on l'a survolé. On voit les checklists de préparation du chantier, des checklists de points, tout ce qu'il faut contrôler sur le chantier. Tout simplement, j'ai retenu ce qui, en 40 ans de carrière, m'a posé souci. A priori, ce qui m'est jamais arrivé en 40 ans de carrière sur ce genre de marché, le risque est infime. Voilà. Au plaisir de vous voir prochainement dans une de mes formations ou plusieurs. Pour s'inscrire, on va sur le site www.espagno-formation au pluriel.com. On arrive sur cette page. Vous pouvez regarder les témoignages et les petites vidéos. Ce n'est pas interdit. On descend. Là, je présente le contenu des 3 sessions et les 3 programmes, chacun pour une session. Vous choisissez la formation qui vous intéresse, par exemple, relation client, vous cliquez et vous avez le programme. Il vous servira pour joindre à votre dossier de demande de prise en charge, par exemple, par le FIFPL. Ensuite, vous descendez et vous choisissez une programmation, une session. Eh bien, par exemple, donc relation client, mettons celle-ci du 12 au 15 avril. Vous cliquez sur la convention d'inscription que vous avez ici. Vous l'imprimez, vous la remplissez, soit en PDF, soit en version papier.
Vous la signez et vous avez ainsi la convention d'inscription. Pour s'inscrire, on continue à descendre. Choisir une formation, imprimer la convention d'inscription, joindre un chèque à l'ordre de Jean-François Espagnaud à mon adresse. Je vous confirmerai avoir bien reçu votre inscription. Si vous ne recevez rien, vous m'envoyez un petit mail de rappel. Peut-être que je ne l'ai pas reçu du tout. Et vous avez avec la convention d'inscription et le programme de quoi constituer votre dossier de prise en charge, soit le FIFPL, soit l'OPCA. Pour le FIFPL, j'ai fait ici un petit guide qui vous permettra de, pas à pas, tout simplement, si c'est la première fois que vous faites le dossier, de vous y retrouver. Le prix, 500 € hors taxe, 600 € TTC, 2 jours en présentiel, 2 jours consécutifs ou 4 demi-journées à distance, par Zoom. Si vous préférez payer par virement, ici, il y a mon RIB. Vous cliquez dessus et vous obtenez mon RIB, que voilà. Les chèques ne sont pas encaissés avant la formation et important, en cas de difficulté de trésorerie, ce qui arrive dans ce métier d'architecte où on a des rentrées d'argent très, très irrégulières, vous pouvez demander de différer l'encaissement du chèque en attente du remboursement par votre organisme financeur, limité à 3 mois. Et dans ce cas, il est indispensable d'écrire au dos et en haut du chèque « Attendre remboursement ». Si vous ne le faites pas, j'encaisserai sûrement le chèque. Mais comme si c'est marqué au dos, je ne peux pas le rater, je ne peux pas l'encaisser par erreur, c'est impossible. D'autres informations générales, voilà, Datadoc certifié.